7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. Démarrage ce matin des épreuves du BFM. Au total, 195 634 candidats issus des classes de 3e vont composer ce matin. Et puis l'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne, devient le nouveau président du Conseil constitutionnel. Il succède à feu Mamadou Badio Camara à la tête de cette institution. Abdoulaye Fall a fait face à la presse ce lundi. C'est pour apporter des éclaircissements sur les nombreux dysfonctionnements relevés au sein de la tanière. Au cours de cette rencontre, il est notamment revenu sur la polémique entourant le contrat de l'ancien sélectionneur Pape Thiaw et puis l'Inter. Vous aurez ça également dans la page sportive et la revue de la presse. Mettront un terme à cette édition. Disait en titre, les épreuves de brevet de fin d'études moyen démarrent ce matin. Les candidats sont au total 195 634 et ils sont attendus ce matin en salle d'examen. Parmi ces candidats, il y a 114 891 filles, soit 58% de l'effectif, et 80 743 garçons. 7 823 passent l'examen sans pièce d'état civil cette année. Et puis nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour plus de détails durant toute la journée avec cet examen du BFM. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé par décret numéro 2026-13-18 du 13 juillet 2026, Ousmane Diagne, membre et président du Conseil constitutionnel. Le nouveau président de la haute juridiction remplace à ce poste feu Mamadou Badio Camara. L'annonce officielle a été faite hier à travers un communiqué signé par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Sambaba. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé à accélérer la valorisation du potentiel maritime du Sénégal. Cela à travers une stratégie axée sur les infrastructures maritimes et portières, la pêche, la logistique et la formation aux métiers de la mer lors de l'ouverture du Forum de développement durable des transports maritimes et de la logistique dans l'économie bleue. Le président Bassirou Diomaye Faye, au micro de Bénédicte Sagna et de Félicité Oumoula Tirgueye. Pour le Sénégal, cette ambition revêt une portée singulière. Nation ouverte sur l'Atlantique, riche de 750 km de côte et d'un vaste réseau fluvio-lacustre, notre pays dispose d'atouts qui font de l'économie bleue un puissant levier de transformation structurelle, d'emploi, d'innovation, de compétitivité et de prospérité partagée. À titre d'exemple, les activités portuaires de Dakar à elles seules ont généré entre 2022 et 2024 quelques 700 milliards de francs CFA, soit près de 4% de notre produit intérieur brut. Elles ont soutenu 170 000 emplois. Ces chiffres disent une vérité simple. La mer, chez nous, est déjà un moteur d'économie réelle. Notre devoir est d'en multiplier la portée. Et à l'heure où l'essentiel des échanges mondiaux emprunte les voies maritimes, les activités liées au transport maritime et à la logistique s'affirment comme des piliers de compétitivité. En revanche, ces échanges sont secoués parfois par des mutations profondes, portées par la digitalisation. À l'instant, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et puis Dakar a accueilli ce lundi la première édition du Forum national sur le développement durable des transports maritimes et de la logistique dans l'économie bleue, une rencontre stratégique qui ambitionne de faire du Sénégal la première plateforme africaine des transports maritimes et fluvio-maritimes, conformément aux objectifs de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. C'est un compte rendu de Bénédicte Sagna et de Félicité Oumoula Tirgueye.
Ce forum constitue le pont stratégique entre les objectifs de la stratégie nationale de développement et la réalité opérationnelle des opérateurs maritimes. 7 axes stratégiques ont été développés. Premier axe, le développement de la pêche et de l'aquaculture. La gouvernance, qui est donc le deuxième axe stratégique, gouvernance, sécurité, sûreté et la résilience environnementale. Le troisième axe stratégique concerne les infrastructures du futur et la souveraineté. Quatrième axe, la modernisation des services de transport maritime et le cabotage. Le cabotage, c'est le réveil de notre proximité. Cinquième axe, l'excellence du capital humain. Parce que la plus belle des richesses n'est pas sous la mer, mais dans l'esprit de notre jeunesse. Sixième axe, l'ingénierie financière et les partenariats publics-privés. Enfin, septième axe, la révolution digitale et les corridors verts. C'est le mariage de l'intelligence binaire et de l'écologie. La première édition de ce forum s'articule autour d'objectifs quantifiables visant à institutionnaliser l'excellence maritime du Sénégal. L'économie bleue est bien plus qu'un concept. Elle constitue une nouvelle matière de penser la croissance. La gestion de nos ressources naturelles est notre responsabilité envers les générations futures. La première édition du Forum national sur le développement durable marque l'acte fondateur d'une ère nouvelle où la mer et les cours d'eau redeviennent le moteur de la puissance sénégalaise. En articulant l'innovation digitale, souveraineté logistique et l'excellence du capital humain, le Sénégal se dote des moyens de son ambition, devenir un hub maritime africain de premier plan à l'horizon 2050. Pour cette première édition, le Congo-Brazzaville est le pays hôte. Nous parlons politique cette fois-ci avec le projet de mise en place d'un parti présidentiel qui fait l'objet de vives critiques. Mamadou Sy Albert estime que le soutien de certains maires ne garantit en rien une assise électorale et rappelle que cette stratégie a déjà été tentée par d'anciens partis au pouvoir, par exemple le Parti démocratique sénégalais et l'APR sans succès. Selon lui, l'absence d'une véritable identité politique pourrait compromettre les ambitions de cette future formation politique. Mamadou Sy Albert, analyste politique et joint au téléphone par Sira Béatrice Ndion. Il sait que ces maires-là ne représentent pas l'électorat. Malgré ça, le président insiste pour avoir au moins des maires. Mais tout le monde sait que c'est un jeu de dupes qui va difficilement réussir. D'autant que même les grands partis comme le PDS ou l'APR qui étaient au pouvoir ont essayé d'utiliser cette méthode-là, mais ces partis-là ont échoué. Pourtant, c'était des grands partis, des partis structurés, puissants, qui ont eu une expérience électorale, une expérience politique. Le président n'a jamais dirigé une quelconque politique électorale. Est-ce qu'on voit aussi le président diriger une campagne municipale ou une campagne des législatives? Le président n'a pas cette expérience. C'est ça la difficulté du chef de l'État. Maintenant, il veut son parti. C'est vrai qu'il tient à avoir son parti, mais malheureusement, l'échec de la coalition de Diomaye va rattraper le président. Pourquoi la coalition a échoué? Pourquoi le président pense, après avoir mis en place cette coalition, pourquoi il pense à un parti? Mais ce qui a fait échouer la coalition, c'est ça qui va faire échouer ce parti. Parce que ce parti-là, il n'a pas d'identité. C'est un parti d'intérêt. C'est un parti de jeu de dupes. À la limite, le président est prisonnier, soit des chefs de parti de la coalition, ou il est prisonnier des maires. Depuis 2000 jusqu'à maintenant, 26 ans, les Sénégalais ont sanctionné à toutes les élections les transhumants. Et reparlons de cette annonce du président de l'Assemblée nationale à Mbacké qui a menacé l'actuel gouvernement du vote d'une motion de censure en cas de nouvelles négociations portant sur les contrats pétroliers et gaziers. Cela nous pousse à revenir sur les motions de censure qui ont eu lieu au Sénégal. Elles sont au total 5. Après donc 5 motions de censure dans l'histoire parlementaire du Sénégal, va-t-on vers la 6e, synonyme d'une deuxième enclenchée par la majorité à l'hémicycle? Élément de réponse dans cette
cette réflexion de Cheikh Sadibou Fall. Ousmane Sonko menace de renverser le gouvernement de son successeur Al-Aminou Lo. C'est à Touba que l'actuel président de l'Assemblée nationale a brandi la motion de censure contre le gouvernement s'il opère des changements sur les contrats pétroliers et gaziers que son équipe avait déjà renégociés avec les multinationales. La motion de censure refait ainsi surface dans le débat politique. Pour rappel, la première motion de censure initiée par l'Union progressiste sénégalaise, UPS, le 17 décembre 1962, est à l'origine de la destitution du président du Conseil, Mamadou Dia. C'est d'ailleurs la première motion de censure enclenchée par une majorité parlementaire. La deuxième motion de censure fut initiée en juillet 1998 sous le règne du président Abdou Diouf par Djiboka en alliance avec Djef Djel de Talla Sylla. Le président du groupe parlementaire de l'opposition voulait renverser le gouvernement dirigé par Mamadou Lamine Loum. Sous Wade, c'est le deuxième gouvernement dirigé par Mame Madior Boye qui a fait l'objet d'une motion de censure initiée par le député Moussa Tine. Devant la majorité parlementaire incarnée par la coalition Sopi, la volonté du député de l'Alliance Djef Djel a échoué. Les quatrième et cinquième motions de censure ont eu lieu sous le magistère de Macky Sall. Le groupe parlementaire Démocratie et Liberté, dirigé par Modou Diagne Fada, en plénière, a voulu démettre le gouvernement d'Abdou Mbaye. La majorité parlementaire Benno Bokk Yakaar a rejeté simplement cette motion de censure. En décembre 2022, quelques jours après la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Ba, sous la houlette de Birame Souleye Diop, a déposé une motion de censure en estimant que les réponses du chef du gouvernement n'étaient pas convaincantes. Toutefois, la motion de censure doit être revêtue de la signature d'un dixième des membres de l'Assemblée nationale. Cette dernière est actuellement majoritairement composée par les députés de PASTEF. Reste à savoir si l'acte du président de l'Assemblée nationale sera joint à sa parole. L'ancien président Macky Sall, attendu à Dakar le vendredi 17 juillet, c'est dans le cadre de sa campagne pour le poste de secrétaire général des Nations Unies, une visite qui pourrait déboucher sur une rencontre très attendue avec le président Bassirou Diomaye Faye afin de solliciter le soutien officiel du Sénégal, un dossier à forte portée diplomatique mais aussi politique, nous dit Mame Sokhna Dramé. Selon plusieurs sources diplomatiques et des informations relayées par différents médias, Macky Sall devrait arriver à Dakar le 17 juillet pour obtenir le quitus officiel du président Bassirou Diomaye Faye en faveur de sa candidature à la tête de l'ONU. À ce jour, aucune information officielle n'a toutefois été donnée par la présidence sénégalaise ou par l'entourage de l'ancien chef de l'État. Cette visite annoncée relance une question restée sans réponse depuis la fin du mandat de Macky Sall. Pourquoi le Sénégal n'a-t-il jamais officiellement soutenu sa candidature? Pour certains observateurs, la présence de l'ancien premier ministre Ousmane Sonko à la tête du gouvernement aurait pu constituer un frein politique à une telle décision. Cette lecture relève cependant de l'analyse et n'a jamais été confirmée publiquement. Le contexte politique ayant évolué, plusieurs analystes s'interrogent désormais sur la marge de manœuvre du président Bassirou Diomaye Faye. Va-t-il officialiser un soutien qui aurait pu exister de manière discrète? Ou choisira-t-il de maintenir une position de réserve afin de rester fidèle à la ligne de rupture défendue depuis son élection? Si Macky Sall foule effectivement le sol sénégalais le 17 juillet, tous les regards seront tournés vers le palais de la République, au-delà d'un simple soutien à une candidature internationale. C'est un choix politique et diplomatique majeur qui attend Bassirou Diomaye Faye. Sa décision pourrait redessiner les relations entre les deux anciens alliés, mais aussi envoyer un message fort sur la place que le Sénégal attend occuper sur la scène internationale. Dans le reste de l'actualité, hivernage 2026, la prévention des inondations au cœur des préoccupations des populations. Si le gouvernement a engagé plusieurs rencontres de préparation pour limiter les risques, les acteurs communautaires estiment que la réussite de cette lutte passe aussi par une forte implication des populations. Abdou Samad Diouf est le coordonnateur national de la plateforme des acteurs communautaires de lutte contre les inondations. Il appelle les autorités à renforcer les mesures de prévention. Il est joint au téléphone par Khalifa Ababakar Fall. Nous sommes actuellement à l'approche de l'hivernage, donc ça commence même à pleuvoir sur certaines localités dans le niveau national. Mais il y a des projets qui sont en cours d'exécution qui n'est pas encore terminé. Il y a des chantiers partout. Donc mais actuellement, là où je parle avec vous, nous sommes en train de poser des actes
des mesures préventives pour préparer l'hivernage. Le Premier ministre a donné des instructions aux services de l'État vraiment de prendre à bras le corps la situation des inondations, mais aussi de prendre les devants. Parce qu'on ne peut pas régler le problème des inondations aussi sans l'implication des populations, parce que sinon il n'y aura pas les résultats escomptés. Parce que les acteurs communautaires ils sont en train de jouer un rôle très important. Et pour cela, on travaille dans une dynamique unitaire et en parfaite collaboration pour faire face à ce phénomène récurrent qui fait mal à la population depuis 30 années. Il faut qu'on essaie de prendre les devants, de prendre des mesures préventives, anticipées. Donc, essayer de mobiliser les moyens et de proportionner les moyens à temps sur tous les points rouges. Cet élément met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse, à présent l'Inter. L'actualité internationale nous mène au Mali où en près de 6 ans de transition, on ne compte plus les personnalités politiques, militaires ou les acteurs de la société civile accusés par le régime en place de tentatives de complot ou de déstabilisation. Ce matin, c'est sans doute la plus ancienne de ces affaires qui sera jugée devant les chambres criminelles de la Cour d'appel de Bamako. 6 personnalités réputées proches du premier président de transition, Bandao, vont comparaître, parmi lesquelles le colonel Kassoum Goïta, ancien chef de la sécurité d'État, et Khalidou Doumbouya, ancien secrétaire général de la présidence, après avoir été enlevés puis torturés. Ils croupissent en prison depuis près de 5 années. Au Moyen-Orient, les États-Unis ont mené pour la 3e nuit consécutive une série de frappes contre l'Iran avant le rétablissement prévu du blocus naval des ports iraniens. Malgré cela, Donald Trump suggère qu'un accord avec Téhéran est encore possible. Les Américains ont donc frappé des cibles militaires dans plusieurs villes portières du sud de l'Iran, comme Bouchré et Bandar Abbas dans la nuit du 14 juillet. C'est ce qu'a précisé également le commandement américain pour le Moyen-Orient CENTCOM. Les gardiens de la révolution iranienne ont à nouveau frappé une base américaine à Bahreïn. Donald Trump a tout de même estimé devant la presse à la Maison-Blanche qu'un accord avec l'Iran était encore possible. Avant cela, il avait annoncé sur le tweet social que les États-Unis prendraient le contrôle du détroit d'Ormuz et que le blocus des ports iraniens serait rétabli. En ce moment, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, dont le pays a pris le contrôle du détroit au début de la guerre, a rétorqué sur X: l'Iran a toujours été le gardien du détroit et le restera pour toujours. Les gardiens de la révolution iranienne ont accusé les États-Unis de mettre en péril l'approvisionnement mondial en pétrole. En ce moment, le blocus des ports iraniens entrera en vigueur ce mardi à 20h en temps universel selon l'armée américaine. Tout comme Téhéran souhaite instaurer un péage pour traverser Ormuz, le président américain a dit vouloir percevoir en échange avec la protection du détroit une rémunération correspondant à 20% de la valeur des cargaisons transitant par la voie maritime, contraire au droit international censé garantir la liberté de navigation. À présent, c'est la page sportive de ce journal de 7 heures. Merci, bonjour à vous Fatou Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Après l'élimination du Sénégal à la Coupe du Monde, la Fédération sénégalaise de football sort de son mutisme. Le président de la fédération a parlé. Exactement, il a parlé face aux multiples et nombreuses polémiques. Abdoulaye Fall a tenu à apporter sa version des faits, affaire du cuisinier, tension interne entre staff, joueurs au sein même de la tanière de l'équipe nationale du Sénégal, ses relations avec le coach Pape Thiaw, le patron de la Fédération sénégalaise de football. Abdoulaye Fall dément plusieurs rumeurs. Il a par la même occasion annoncé qu'il y aura une profonde réorganisation du football sénégalais. C'était en présence de Pape Maguelba.
Après l'élimination des Lions au mondial et les nombreuses polémiques autour de la délégation sénégalaise, le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a apporté des clarifications. Il est revenu sur plusieurs rumeurs, notamment celles liées à l'affaire du cuisinier aux supposées tensions au sein du groupe. Le président de la Fédération sénégalaise de football a démenti ces informations, les qualifiant de fausses. Il y a eu effectivement une complainte d'une dame. Je pense qu'il y a eu des discussions au niveau du restaurant, peut-être mal apprécié par la dame, mais quand même, il n'y avait aucune intention ni quoi que ce soit pour avoir avec elle des relations ou bien... Voilà. Donc, on n'a pas reçu de plainte formelle. Et aussi, il n'y a rien de factuel qui pourrait nous permettre d'étayer de telles accusations. Des malentendus ont eu lieu au sein de la délégation, surtout avec le sélectionneur. Voici les raisons. Vous savez, on n'a pas eu un plan de préparation de cette Coupe du Monde venant du staff technique. Moi, j'ai eu à proposer des matchs amicaux sur la base des contacts que nous avons eus avec certaines fédérations. Le premier match validé, c'est le match contre les États-Unis. Je pense que c'était le lendemain du tirage au sort. Il y a eu un troisième match qu'on voulait même organiser parce que la Corée du Sud aussi avait voulu qu'on joue ce match et même le directeur technique était convaincu qu'il fallait jouer ce match, mais l'entraîneur ne l'avait pas validé. Et donc, du coup, c'est comme ça que nous avons validé le plan de préparation. Abdoulaye Fall estime afin que cette élimination doit servir de point de départ à une réorganisation du football sénégalais avec une gouvernance plus rigoureuse et des responsabilités mieux définies. Le coach de l'équipe nationale du Sénégal, vous le savez, a été démis de ses fonctions. Eh bien, Abdoulaye Fall est revenu sur cela au cours de ce face-à-face avec la presse. Abdoulaye Fall est également revenu sur cette polémique, je le disais, entourant également donc le sport national et surtout le contrat de l'ancien sélectionneur Pape Thiaw, en dévoilant les principaux points de désaccord qui, en quelque sorte, donc, ont retardé cette signature de contrat du coach Pape Thiaw. Nous y reviendrons sur les explications d'Abdoulaye Fall au micro de Pape Maguette et de Oumoul Latergué. Ce sera dans nos prochaines éditions. Mais sachez que dans la Coupe du Monde 2026, qui, je rappelle, le Sénégal a été éliminé en 16e de finale, cette Coupe du Monde se poursuit toujours. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs jour de match, puisque le Sénégal, en tout cas la France, jouera donc face à l'Espagne, la première affiche des demi-finales qui va donc être disputée ce soir à partir de 19h. France-Espagne, en attendant donc l'autre demi-finale qui se jouera dès demain à partir de 19h. Et cette demi-finale va opposer l'Argentine de Léo Messi face à l'Angleterre de Jude Bellingham. Et pour finir cette page sportive avec le volleyball, fini la saison 2025-2026 du Sénégal en hommes. L'équipe de l'université Gaston Berger, UGB, est sacrée championne du Sénégal après une finale âprement disputée, remportée au tie-break face à une très belle équipe de l'ASFA. Les universitaires champions donc du Sénégal succèdent à l'AS Ville de Dakar et en dames. La Sococim enchaîne. L'équipe de Rufisque s'est imposée logiquement sur l'AS Police 3-7-0. Eh bien, sachez que l'université Gaston Berger et la Sococim vont donc représenter le Sénégal au prochain championnat d'Afrique des clubs champions. C'est la fin de cette page sportive, Fatab. Et Dr Fedior qui répond à Abdoulaye Fall dans un texte que je viens de recevoir. Je ne comprends pas Abdoulaye Fall, que Abdoulaye Fall ait attendu tout ce temps pour sortir de telles inepties. Ils sont indignes des postes qu'ils occupent. L'option judiciaire n'est pas à écarter. Donc, du terrain de foot jusqu'à la justice. Donc aujourd'hui, c'est le plat que nous serve aujourd'hui la Fédération sénégalaise de football. Ils ont fait venir de France un médecin du sport avec toute son équipe, son adjoint, deux kinésithérapeutes qui n'avaient jamais pourtant officié dans le football. Et le jour du match, 10 février, France-Sénégal, j'ai eu un vif échange avec le président Abdoulaye Fall qui voulait absolument que ce médecin soit présent sur le banc. Il a attendu quelques heures avant la rencontre pour me dire « Tu ne seras pas sur le banc ». Je lui ai répondu « Vous n'êtes pas médecin pour décider de qui doit être sur le banc ou pas ». Donc, il y avait déjà une crise interne au sein de la Fédération sénégalaise de football entre cuisiniers, médecins
est sélectionneur national. Nous y reviendrons dans la deuxième partie de ce journal et qu'on se limite à donner de l'information puisque c'est la grande édition de 7 heures. Et tout de suite, c'est la revue de la presse avec Alamine Senghor. Bonjour, les quotidiens sont revenus sur la sortie du président de la Fédération sénégalaise de football. Abdoulaye Fall était hier face aux journalistes. Une conférence de presse qui était très attendue comme exercice de vérité après l'élimination décevante du Sénégal lors de la Coupe du Monde 2026. Parmi les révélations les plus marquantes figure l'aveu que la direction technique nationale n'a pas été impliquée dans la préparation du mondial à raison de relations conflictuelles avec le sélectionneur Pape Thiaw. Le président a également affirmé que le staff technique n'avait jamais présenté de véritable plan de préparation pour cette Coupe du Monde, un constat étonnant pour une sélection habituée aux grandes échéances internationales. Pas que ça, il a également reconnu que certains joueurs auraient exercé une influence importante sur les choix du sélectionneur Pape Thiaw. Au final, les explications fournies par Abdoulaye Fall dessinent le portrait d'une institution confrontée à de graves problèmes de coordination, de communication et d'organisation, ce qui fait dire à mon confrère du journal Solo qu'Abdoulaye Fall aujourd'hui a plongé la Fédération sénégalaise de football dans une crise de crédibilité entre aveux et désaveux. Parlant de la situation du coach Pape Thiaw, Abdoulaye Fall a dit qu'il y a eu rupture de confiance avec Pape Thiaw. Pape est mon petit frère, mais il a changé. Il y a eu des interférences entre lui et nous. Ces propos relatés par le quotidien Record. La source principale du problème avec Pape Thiaw, c'est l'argent, a-t-il laissé entendre. Propos relatés et mis en exergue par le quotidien L'Info. Le président de la fédération déballe, lave les fédéraux et lynche Pape Thiaw. Après la campagne désastreuse des Lions du Sénégal à la Coupe du Monde 2026, Abdoulaye et les fédéraux